Bonjour, bienvenue donc dans cette première séance pour la découverte du HTML. Donc le HTML est un des deux langages indispensables pour la création d'une page web. Le HTML est un langage qui marche avec des balises, donc on verra ça un peu plus tard, et donc qui va permettre de créer essentiellement la structure d'une page. Donc pas les éléments graphiques qu'on verra par la suite dans un second langage, mais ça va permettre de structurer la page avec les différents éléments, l'entête de la page, le pied de page, et puis le corps de la page sur lequel on va pouvoir créer les différents titres, les blocs et les paragraphes. Par la suite, nous aborderons l'aspect graphique dans un deuxième langage, qui est le langage CSS, qui lui permettra d'aborder la mise en forme des différents éléments. Le langage HTML est un langage qui fonctionne avec des balises, un peu comme des panneaux de signalisation sur une route, et qui va permettre de démarrer une condition à un endroit qui va s'arrêter à un autre. Donc ici par exemple, une interdiction doublée qui démarre ici et qui va s'arrêter à cet endroit. Donc au niveau du langage HTML, nous allons découvrir plusieurs éléments qui sont des balises, qui s'écriront toujours de cette manière-là. Le symbole inférieur et supérieur avec le nom de la balise à l'intérieur, et puis un élément qui sera pris en considération entre ces deux balises, et une balise fermante que l'on reconnaît ici avec le slash. Donc balise slash balise va intervenir sur tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur des deux balises. Un exemple ici, nous avons un texte qui est écrit dans une page HTML avec une balise strong slash strong, donc balise ouvrante et balise fermante ici, qui va affecter uniquement ce qui se trouve à l'intérieur, le texte qui va être affiché en gras. La balise strong, nous le verrons tout à l'heure, aura comme impact de mettre en évidence du texte, de le mettre en importance, et donc l'affichera en gras directement dans la page. Le résultat de cette balise, ici, mettra donc qui va être affiché en gras en évidence. Ces balises vont pouvoir se voir affecter des attributs. Donc dans la balise ouvrante, dans la première balise, il sera possible d'avoir plusieurs attributs. Le nom de l'attribut égale entre guillemets une valeur, qui pourront être séparés par des espaces directement. Ces attributs n'ont pas d'ordre particulier, certains seront facultatifs, d'autres sont obligatoires, nous le verrons dans certaines balises un peu plus tard. Un exemple de balise avec des attributs, la balise image, alors qui elle a une particularité supplémentaire, c'est une des seules balises que nous verrons qui ne se ferme pas. Il y a une balise ouvrante IMG, et il n'y a pas de balise slash IMG nécessaire pour la faire fonctionner. La balise image contient ici deux attributs, src égale photo.jpg entre guillemets, ça c'est l'adresse de l'image, où trouver l'image à afficher, et l'attribut alt qui lui va déterminer le texte alternatif qui s'affichera en cas de défaillance de la photo et qui servira aussi à la lecture audio pour les personnes malvoyantes par exemple. Donc cette balise image est auto-fermante, ce que je viens d'expliquer à l'instant, donc elle n'a pas de balise fermante avec slash img, elle est autonome, elle marche toute seule. Quelques implications sur les imbrications de balises les unes entre les autres. Donc ici, on a un texte dans lequel on a imbriqué plusieurs balises les unes dans les autres, et on va essayer de comprendre comment ça va se mettre en place. Donc nous avons la balise P, que nous reverrons par la suite, qui déterminera les paragraphes, la balise EM, qui est la balise d'emphase, qui elle va mettre les choses en italique, et puis la balise tronc qu'on a déjà vu précédemment, qui elle va mettre les choses en évidence, donc en gras. Ici, si on regarde notre code, nous avons une balise P qui s'ouvre et qui se ferme, donc tous les éléments à l'intérieur feront partie d'un seul et même paragraphe. Ici, la balise emphase va mettre en italique tout ce qui se trouve à l'intérieur, à savoir le texte paragraphe qui se trouve ici à l'intérieur, mais nous avons ici la balise tronc qui, elle, n'intervient que sur le P, ce qui veut dire que l'élément P à l'intérieur sera à la fois en italique parce qu'il est entre les balises EM, donc en emphase, mais aussi en gras parce qu'il est entre les balises strong. De la même manière ici, nous avons une balise d'emphase qui va affecter l'élément, le mot exemple, mais elle se trouve elle-même entre deux balises strong. Quelques exemples va donc être écrit en gras, et le mot exemple sera lui écrit en italique. Le résultat que l'on obtient est donc bien celui-ci. Ceci est un paragraphe avec quelques exemples simples. Le mot paragraphe est donc en italique parce qu'il est entre les balises EM, et la lettre P est en plus en gras puisqu'elle est entre les balises strong.
au niveau de quelques exemples. Quelques exemples est d'abord en gras puisque ça se trouve entre deux balises strong, et le mot exemple lui-même est en italique puisqu'il se trouve entre les deux balises EM. Donc il va être possible d'intégrer les balises les unes dans les autres, et les caractéristiques vont ainsi pouvoir s'additionner en fonction de l'imbriquement des balises les unes dans les autres. Une page HTML sera structurée de cette manière pour déclarer différents éléments de manière importante. Donc ceci est la base de toute page HTML. Nous retrouvons ici le document, le type de document qui est déclaré, à savoir du HTML. Donc on indique au navigateur qu'il s'agit d'un document HTML. On indique aussi le langage qui va être utilisé. Donc dans notre cas ici, la langue sera la langue française, ce qui permettra aux synthétiseurs vocaux de s'adapter. Il y a ensuite une partie qui ne sera pas visible sur la page, qui est la partie head, qui s'ouvre avec les balises head/head, qui est plutôt destinée à des informations cachées, notamment aux métadonnées qui vont servir par exemple au référencement pour Google. Donc au niveau de cette en-tête, nous avons ici le type d'encodage. Par défaut, au niveau français et européen, ce sera l'UTF-8, qui permettra l'encodage des caractères spécifiques, comme les accents aigus, les accents graves ou les CCD. Un autre élément ici, le titre de la page, alors qui n'est pas le titre qui s'affichera sur la page, mais qui est bien le titre que nous verrons apparaître dans l'onglet du navigateur. Dernière partie que nous verrons apparaître dans notre document, la partie body, qui est donc le corps de notre page, c'est-à-dire que tout ce qui va se trouver entre les balises body/body représentera ce qui va s'afficher directement sur le navigateur lorsque l'on mettra le code en place. Et donc la balise /HTML qui termine le document directement. Au niveau de l'entête, donc au niveau des méta-informations qu'on va trouver dans la balise head, je vous le redis encore une fois, les éléments de la balise head ne se retrouveront pas sur la page, ce sont des éléments qui sont cachés visuellement, mais qui serviront notamment pour le référencement et pour les différents robots qui vont pouvoir passer. Donc le type d'encodage en UTF-8, qui permet donc l'encodage des caractères spécifiques au niveau français. Le title qui va permettre de faire apparaître la page, non pas sur la page, le titre de la page, pardon, non pas sur la page, mais bien dans l'onglet du navigateur. Un descriptif, donc la description avec donc ici le nom du type de métadonnées, mais par contre le contenu de la description qui se trouvera ici, qui servira de référence au moteur de recherche pour contextualiser la page et mieux la référencer. On retrouvera aussi la déclaration des feuilles de style. Un peu plus tard, lorsque nous aurons besoin d'ajouter des styles sur nos pages, nous ferons la plupart du temps tout le code CSS sur un seul fichier. Nous l'appellerons par exemple style.css, et il faudra sur chaque page HTML déclarer à quel endroit se trouvent les éléments de style qui vont référer à cette page. C'est aussi ici qu'on pourrait déclarer des pages avec des scripts JavaScript qui vont permettre de mettre des animations supplémentaires sur une page HTML. Le code HTML nous permet aussi de mettre en place des commentaires. Les commentaires donc, sont des morceaux de texte qui ne sont pas interprétés sur le code et ne sont pas affichés sur la page. Ils vous servent essentiellement à structurer votre code et à pouvoir vous mettre des informations afin de mieux pouvoir vous repérer. Pour mettre un commentaire, il vous suffit donc de démarrer avec le symbole inférieur, point d'exclamation, 2 tirets, saisir tout votre texte de commentaire et terminer pour fermer avec 2 tirets et le symbole supérieur à. Cela fonctionne sur une seule ligne, mais aussi sur plusieurs lignes, comme nous pouvons le voir ici. La gestion des espaces et des sauts de ligne sur le HTML est particulier, puisque l'espace n'est pas un caractère à part entière, juste un séparateur, et les sauts de ligne n'ont aucun effet. Ce qui veut dire qu'il est inutile d'appuyer plusieurs fois sur espace. Un seul espace ne sera pris en compte dans le code HTML. Il est donc impossible d'intégrer plusieurs espaces de suite entre deux mots. De la même manière que le saut de ligne n'est pas pris en compte, quoi qu'il en soit, même si on saute des lignes dans notre code, s'il n'y a pas de balise particulière pour mettre en place le contraire, le texte sera lu de manière continue, indépendamment des sauts de ligne. Globalement, ici, nous avons créé un paragraphe qui commence avec P et se termine avec /P. Nous avons écrit « je saute des lignes et je mets des espaces » de manière assez importante, puisque j'ai sauté régulièrement des lignes. Quoi qu'il en soit, le texte qui en découlera sur la page HTML sera malgré tout celui que nous voyons apparaître ici à droite,
à savoir que les espaces ne sont pas pris en compte au-delà du premier et que les sauts de ligne ne sont pas du tout interprétés. Le texte est considéré comme un fil continu de données et donc va être lu indépendamment de la structure qu'on aura mis dans le code HTML. Ce qui veut dire qu'il est très intéressant dans votre code de sauter beaucoup de lignes, d'espacer les choses, d'aérer votre code afin de pouvoir vous y retrouver plus facilement et cela n'aura aucun impact sur la structure du côté HTML. Donc on ne se préoccupe pas pour l'instant de la présentation, tout ce qui est mise en page, saut de ligne, retrait, couleur, police sera géré par la suite dans le cadre d'un fichier CSS qui permettra d'aborder les aspects graphiques directement à mettre en place. Donc la structuration en code HTML en général n'est pas quelque chose de beau, on ne s'en préoccupe pas pour l'instant, le but est simplement de structurer notre page. Les paragraphes, donc, comme nous les voyons ici, ceci est un paragraphe qui peut comporter un nombre quelconque de lignes, mais qui doit comporter une certaine unité sémantique. Ça veut dire que globalement, sur une page HTML, comme dans un document, un dossier que l'on peut réaliser, chaque paragraphe en général est regroupé autour d'une même idée. Les balises P/P vont structurer des paragraphes comme nous le voyons ici, et effectivement, lorsque l'on mettra plusieurs paragraphes l'un en dessous de l'autre, il y aura un retour à la ligne qui sera cette fois-ci automatique, et ce qui permettra dans le HTML, dans le visuel sur le navigateur, d'espacer les différents contenus. À retenir que le nombre d'éléments dans la ligne, le nombre de mots dans la ligne, dépend essentiellement de la largeur de l'affichage. Plus votre écran s'agrand, plus il y aura de mots dans une ligne, ce qui permettra d'avoir un effet responsive design. Donc il est impossible pour l'instant de maîtriser l'affichage graphique de notre texte qui va être lu de manière continue jusqu'au bout de l'écran et retournera la ligne simplement lorsqu'il n'y aura plus de place. La gestion des titres va se faire, elle, avec des balises H, donc H1, H2, H3 et ainsi de suite, en sachant que le titre de plus grande importance sera le titre dont le numéro sera le plus faible, donc le titre H1. Le titre H1 est le titre le plus important puisqu'il s'agit du titre de la page qui va s'afficher en général en haut de page sur un site web. Le deuxième élément important sera le H2 qui servira à avoir le découpage sémantique dans les différentes sections de notre page. Les titres H1 et H2 sont très importants notamment pour le référencement puisque le titre H1 sera considéré comme, par les moteurs de recherche comme Google comme étant le titre principal de notre page et les titres H2 comme étant les différentes sections de notre page. Donc ces titres-là ont une grande importance puisqu'ils améliorent aussi le référencement par rapport à la structuration du contenu. Sans pouvoir utiliser de CSS forcément sans mettre d'habillage graphique, par défaut au niveau du HTML, les titres de plus grande importance sont dans une police supérieure et en général avec une grâce de texte plus importante et vont diminuer au même niveau à chaque fois qu'on va descendre dans l'arborescence. Donc le titre de niveau 6 étant le 6e niveau de titre est beaucoup moins important et donc sera écrit en plus petit et puis avec une grâce moins importante. Des éléments que nous pourrons modifier puisque les balises H1, H2, H3 pourront par la suite en CSS se voir affecter un style particulier pour apparaître de manière spéciale. La gestion des listes, 3 types de listes, 2 très importantes, la troisième peut-être un peu plus anecdotique. La première liste qui est la liste à puces qui va se gérer ici avec une balise UL qui va s'ouvrir pour démarrer notre liste et se fermer /UL pour fermer notre liste. Vous verrez que la présentation dans votre code HTML, puisque les sauts de ligne ne sont pas interprétés, pourrait être intéressante de cette manière-là, de bien fermer la balise UL en dessous de celle qu'on a ouverte tout à l'heure, et puis de décaler les éléments de liste avec une tabulation vers la droite pour avoir un visuel plus intéressant lors de la création de votre code. Donc pour une liste à puces ici, on ouvre une balise UL qui se ferme ici en dessous, et on va créer des éléments li/li pour chacun des items que l'on veut faire apparaître. Ici, nous aurions une liste avec les 2 items, item 1, item 2, qui nous donnerait une liste de ce type-là, une liste à puces, comme nous avons pu le voir ici, avec les mots arbre, rivière et mer, qui seraient donc 3 items différents. Pour les listes numérotées, le principe est le même, la seule différence est dans la balise ouvrante et fermante de la liste à puces, puisqu'il s'agit cette fois d'une liste numérotée, donc le UL sera simplement remplacé par un OL, et chaque item sera encore une fois écrit avec un LI, pour obtenir cette fois-ci une liste de ce type-là, avec des numéros 1, 2, 3, 4 qui vont être interprétés automatiquement. Et enfin, une liste avec des définitions, l'objectif étant d'avoir un premier terme qui est écrit, puis son explication juste en dessous systématiquement, comme nous le voyons ici avec XML ou avec le terme HTML et leur explication qui va apparaître en dessous.
Cette liste-là se crée avec DL et /DL pour démarrer notre liste de définition. Et puis les deux éléments vont être séparés de manière distincte. Le premier élément qui apparaît ici, XML, sera entre deux éléments de balises dt/dt. Et puis la définition viendra, elle, entre les balises dd/dd. Quelques balises utiles, certaines que nous avons déjà vues. La balise EM qui est une emphase, une forme d'insistance, qui aura comme impact, tant qu'on ne mettra pas d'aspect graphique dessus, de mettre le texte en italique. Ici par exemple, la devise du Québec est « Je me souviens ». Le texte « Je me souviens » se trouve à la fois dans le paragraphe, mais aussi entre les deux balises EM. Et donc le résultat est que le texte « Je me souviens » se retrouve ici en italique. La balise strong qu'on a vu tout à l'heure, stronger, qui va donner plus d'importance et donc avoir comme impact pour l'instant sur le HTML de mettre les éléments en gras. Donc de la même manière ici, l'écriture web se trouve écrit entre deux balises strong et /strong. Et donc ce texte sur le code HTML se verra écrit directement en gras. L'écriture web ici est mise en importance. Réalisation d'abréviation, l'objectif par exemple serait d'avoir un texte comme ici HTML ou XHTML. Ce texte au survol de la souris ferait apparaître ici une petite infobulle avec une définition que l'on pourrait faire apparaître au survol. Si on regarde l'exemple de code qui pourrait y correspondre, pour ce qu'on a ici en dessous, nous avons ici donc deux balises, la balise ABBR, cette balise ouvrante ici dans toute cette partie-là. Alors attention, elle contient des attributs que nous allons voir par la suite, qui s'ouvrent et qui se ferment à cet endroit-là. Le texte entre les deux balises, le texte HTML, correspond à ce que l'on veut faire afficher à l'écran, donc le texte que l'on va voir. L'élément du survol va se gérer dans la balise ouvrante, à l'intérieur de la première balise. On met un attribut title et entre guillemets, nous allons faire apparaître le texte qui sera dans l'infobulle au survol. Donc ici, nous avons une première abréviation qui va faire apparaître Hypertext Markup Language au survol du texte HTML. De la même manière, une deuxième abréviation qui fera apparaître une deuxième définition ici sur le texte XHTML cette fois-ci, qui se trouve bien entre les deux balises ABBR. La mise en exposant avec la balise sup, ici par exemple, nous souhaitons écrire le petit 2 pour le kilomètre carré en exposant. Donc le petit 2 ici se trouve bien écrit entre la balise sup/sup, ce qui aura pour impact de le faire apparaître ici effectivement en exposant pour le kilomètre carré. Le même principe pour la balise sub qui elle au contraire va mettre des éléments en indice. Nous souhaitons ici écrire un H2O et le petit 2 dans H2O doit être écrit en indice cette fois-ci. Il se trouve donc entre la balise sub/sub pour être écrit directement en indice. L'insertion d'image. L'insertion d'image est un lien vers un fichier image qui n'est pas inséré dans le fichier, c'est-à-dire que nous allons prendre l'image telle qu'elle est sur le fichier d'origine, et elle va apparaître à l'écran, d'où l'importance de bien redimensionner nos images à l'avance pour éviter d'avoir des images qui soient trop grosses affichées dans le texte. L'image, pour l'instant, lorsqu'elle sera intégrée dans le HTML, sera considérée comme un caractère, comme une lettre qui sera d'une grosse taille. Donc elle va apparaître dans le flux du texte au fur et à mesure des différents éléments, comme si c'était une lettre sur une ligne. On a parlé tout à l'heure de la balise IMG, qui donc est une balise qui n'a pas de balise fermante, elle est autonome. Cette balise contient deux attributs. Nous verrons tout à l'heure que deux d'entre eux, SRC et ALT, sont indispensables et obligatoires, que d'autres seront par exemple facultatifs. Le SRC qui va contenir le chemin de notre image, et puis ALT qui va contenir la description de notre image. Encore une fois, description qui va servir à la fois pour le référencement au niveau des moteurs de recherche, mais qui va aussi servir pour les descriptions audio, pour les personnes malvoyantes par exemple. Trois exemples ici. Premier exemple, cette image ici insère le fichier photo1.jpg avec un texte alternatif. La deuxième va intégrer l'image logo GIF qui se trouve elle-même dans un dossier image. Et la troisième, avec les deux petits points et le slash, va nous demander de remonter dans l'arborescence pour aller dans le dossier illustration chercher la photo qui s'appelle arbre.png. Il s'agit ici d'adresses relatives, nous en reparlerons un petit peu par la suite.
Il faut comprendre en fait l'organisation du site comme étant des boîtes les unes dans les autres. Imaginons que nous ayons un dossier qui contienne tout notre site et que nous travaillons sur une page index qui se trouve à l'intérieur du dossier principal. Si je travaille sur une page en HTML, index.html, et que la photo photo1.jpg se trouve juste à côté de moi, je vais pouvoir l'appeler directement, elle se trouve dans le même dossier que moi, donc il me suffira de l'appeler uniquement par son nom et son extension. Si par contre, pour accéder à mon image, je dois rentrer dans un sous-dossier avant de trouver l'image, ce qui est le cas dans l'exemple 2, je vais devoir d'abord indiquer dans quel sous-dossier rentrer, image, puis dans quel endroit trouver mon image, logo GIF. Et enfin, si je suis déjà dans un sous-dossier sur la page sur laquelle je travaille, et que pour retrouver mon image, je dois remonter dans l'arborescence, je dois lui indiquer ici qu'il me faut remonter d'un cran dans l'arborescence pour retrouver un dossier illustration dans lequel se trouve la photo arbre.png. Les attributs obligatoires, nous l'avons vu tout à l'heure, SRC et Alt sont deux éléments qui sont obligatoires dans les balises images. Il faudra systématiquement mettre absolument ces deux attributs dans chacune de vos balises images. Le SRC qui est le chemin vers l'image à afficher et le texte alternatif dans la balise Alt. D'autres possibilités d'attributs, par exemple une balise title qui pourrait permettre d'avoir une information complémentaire sur l'image au survol, une infobulle qui au passage me fera apparaître un titre. Il est possible aussi directement dans le HTML de gérer la largeur et la hauteur de l'image. Ceci est déconseillé. Pourquoi? Ces deux balises vont impacter la taille de l'image affichée, mais ne modifieront en rien la taille de l'image d'origine. Ce qui veut dire que si on modifie la largeur et la hauteur d'une image dans le HTML, l'image qui sera affichée sera quand même l'image d'origine. Et donc, dans le chargement de la page, si l'image devait être très grosse, c'est quand même très lourde, pardon, c'est quand même cette image-là qui serait chargée, ce qui pourrait ralentir l'affichage. D'autres balises permettent aussi, par exemple, comme UseMap, de gérer une cartographie cliquable sur une image. Il est temps d'appliquer tout ça dans un premier exercice avant d'attaquer la suite de ce tutoriel.